Cette vidéo est dédiée à Internet. Si la distinction entre Internet et le web est déjà évidente pour certains, elle n'est peut-être pas encore claire pour les autres. En guise d'introduction, prenons donc quelques instants pour l'exposer brièvement. Internet est un réseau d'ordinateurs. Il faut comprendre ce mot, ordinateur, avec un sens très large. Ces ordinateurs sont très variés. Ce sont de gros serveurs dans des centres de données, ce sont nos ordinateurs personnels, mais aussi nos téléphones portables et nos tablettes. Plus récemment, ce sont nos montres connectées et demain, ce seront nos voitures connectées, nos réfrigérateurs connectés et une multitude d'objets de notre vie quotidienne. Internet permet de faire circuler de l'information entre ces ordinateurs. Le web est un réseau de documents. Ce sont des pages avec des liens qui nous permettent de naviguer de page en page. Ces pages web sont un des types d'informations qu'Internet fait transiter. Il a été possible d'utiliser Internet, cette infrastructure très généraliste de transfert d'informations entre ordinateurs, pour construire le web. Le web est une des applications d'Internet. Il en existe beaucoup d'autres. Parmi les plus connus, on peut citer l'email, bien sûr, mais également la téléphonie sur Internet, par exemple via le service Skype, ou encore le transfert de fichiers, que ce soit avec la vénérable technologie FTP ou la plus récente BitTorrent. Revenons à Internet. Cette vidéo donnera les éléments qui permettront de saisir les grandes lignes de son fonctionnement. Internet est donc un réseau d'ordinateurs. Plus précisément, c'est un réseau d'ordinateurs, un ensemble de réseaux interconnectés les uns avec les autres. C'est d'ailleurs de là qu'Internet tire son nom. En anglais, réseau se dit network. Internet est une abréviation pour Interconnected Networks. Les premières tentatives de faire communiquer deux ordinateurs entre eux datent des tout débuts de l'informatique, de la fin des années 40 et du début des années 50. Les années 60 voient l'apparition des premiers réseaux à proprement parler, et ces réseaux se multiplient dans les années 70. Cette multiplication a conduit à une situation fragmentée avec la coexistence de nombreux réseaux cloisonnés. Impossible ne serait-ce que d'échanger un message électronique pour deux utilisateurs de réseaux distincts. Pour remédier à cette situation, pour connecter les réseaux entre eux, il a fallu inventer un certain nombre de technologies. Arrêtons-nous sur deux d'entre elles qui sont au cœur d'Internet. Ce sont les protocoles TCP et IP. Dans ce contexte, protocole désigne un ensemble de règles qui régissent la communication entre deux ordinateurs. Internet, le web et les autres services mentionnés en introduction reposent sur une multitude de protocoles. Un prérequis pour que des ordinateurs en réseau puissent s'échanger de l'information est qu'ils aient tous une adresse unique. De la même manière que si je veux envoyer quelque chose à quelqu'un par voie postale, j'ai besoin de son adresse, un ordinateur qui veut envoyer des informations à un autre a besoin de l'adresse de son destinataire. Tant que deux ordinateurs sont sur des réseaux distincts, il n'y a pas de problème à ce qu'ils aient la même adresse. Les informations circulant toujours au sein d'un même réseau, il n'y a pas d'ambiguïté sur le destinataire. Mais dès que les réseaux deviennent interconnectés, il n'est plus acceptable que deux ordinateurs aient la même adresse. La première chose que fait IP, Internet Protocol, c'est de permettre l'attribution d'une adresse unique à chaque ordinateur connecté. Ce n'est pas une tâche évidente, car personne n'a de vision globale d'Internet qui permettrait d'attribuer une nouvelle adresse inutilisée à chaque nouvel ordinateur, chaque nouveau téléphone ou chaque nouveau réfrigérateur qui se connecte. Le mécanisme d'attribution est donc décentralisé. Chaque responsable de réseau se voit attribuer une plage d'adresses et a la responsabilité de distribuer ces adresses aux ordinateurs de son réseau. Dans notre exemple, un réseau pourrait se voir attribuer les adresses de 1 à 50, un autre les adresses de 51 à 100 et le dernier les adresses de 101 à 150. Charge aux responsables de ces réseaux de dispatcher à leur guise ces adresses aux machines qui les composent. Dans la pratique, ces adresses IP ont une structure un peu plus complexe que de simples nombres. Dans la version 4 du protocole, qui a été utilisée depuis les années 80 jusqu'à récemment, les adresses prennent la forme d'une série de 4 nombres compris entre 0 et 255 séparés par des points. Par exemple, 74.125.195.94. On peut construire un peu plus de 4,3 milliards d'adresses de ce type. Cela peut sembler beaucoup, mais à une époque où chaque smartphone a une adresse et où chaque voiture s'apprête à en recevoir une, c'est peu. En fait, le stock est écoulé depuis 2011.
Une nouvelle version du protocole est en cours de déploiement, la version 6, qui, elle, définit une adresse comme une série de 8 nombres compris entre 0 et 65 535. Wikipédia indique qu'il faudrait 67 millions de milliards d'ordinateurs connectés à Internet sur chaque millimètre carré de la surface terrestre pour venir à bout du nombre d'adresses. Le protocole IP ne se limite pas à attribuer des adresses aux ordinateurs connectés. Il décrit aussi la manière dont les informations circulent d'un ordinateur à l'autre. Avec IP, l'information transite par paquets. Ces paquets ont une taille bien définie, et si la quantité d'informations à envoyer est plus grande que la taille d'un paquet, plusieurs paquets seront nécessaires. Lorsqu'un ordinateur veut envoyer un paquet à un autre ordinateur, il le transmet à un autre ordinateur spécial de son propre réseau, un routeur. Ce routeur va examiner l'adresse IP de l'ordinateur destinataire. Si c'est une adresse du même réseau, il transmettra le paquet à l'ordinateur en question. Mais si c'est une adresse d'un autre réseau, il essaiera de rapprocher le paquet de sa destination en le transmettant à un autre routeur. Ainsi, de proche en proche, le paquet rejoindra son destinataire. À chaque étape, le choix du routeur suivant est crucial. Il est réalisé par des algorithmes qui prennent en compte tout un ensemble de paramètres, dont l'encombrement du réseau. Si un routeur est saturé, autant ne pas lui transmettre de nouveaux paquets et essayer de trouver un autre chemin. Ce mécanisme a plusieurs conséquences, certaines plutôt positives, d'autres plutôt négatives. Il est robuste car il est capable de s'adapter à l'encombrement du réseau, à la panne d'un routeur ou à celle de la connexion entre deux routeurs. Par contre, il n'est pas fiable au sens où rien ne garantit qu'un paquet arrivera à destination. Si un routeur tombe en panne au moment où il traite un paquet, celui-ci disparaît sans que ni l'expéditeur ni le destinataire n'en soient avertis. Et lorsqu'un ordinateur envoie successivement plusieurs paquets à un même destinataire, ceux-ci pouvant prendre des chemins différents, rien ne garantit qu'ils arriveront dans le même ordre que celui où ils ont été envoyés. Le second protocole que nous allons considérer, TCP, pallie ces inconvénients. Jusqu'à présent, nous avons considéré que les informations circulant dans un réseau étaient envoyées par un ordinateur à un autre ordinateur. Si l'on regarde les choses de manière un peu plus précise, ces informations sont envoyées par un programme exécuté sur un ordinateur à un autre programme exécuté sur un autre ordinateur, par exemple un navigateur web. S'il n'y avait que le protocole IP, à chaque fois qu'un programme A voudrait envoyer des informations au programme B, il lui faudrait découper ces informations en autant de paquets que nécessaire. Tandis que le programme B aurait à réceptionner ces paquets, les remettre dans le bon ordre et s'assurer d'une manière ou d'une autre qu'il n'en manque pas pour finalement pouvoir les refusionner et obtenir les informations que le programme A souhaitait initialement transmettre. Ces opérations de découpage, réordonnancement, vérification des erreurs et recombinaison des paquets sont tellement routinières et systématiques que le protocole TCP a été conçu pour les masquer. Le protocole TCP est une abstraction qui permet de simuler une liaison directe et bidirectionnelle entre deux ordinateurs. Une fois qu'une connexion TCP est établie entre deux ordinateurs, du point de vue des programmes qui y sont exécutés, c'est comme s'il y avait un tuyau entre ces deux ordinateurs à travers lequel ils peuvent s'échanger des informations sans se préoccuper de tous les problèmes de découpage, perte ou réordonnancement de paquets. Ces opérations sont bel et bien réalisées, mais par le protocole TCP de manière transparente, afin de présenter une vision des échanges de plus haut niveau, plus abstraite, plus éloignée de la réalité matérielle. On peut imaginer que sur l'ordinateur de notre exemple, aux côtés du programme B, soit également exécuté un programme C qui reçoive lui aussi les informations transmises par le réseau. Cette situation n'a rien d'extravagante, elle est même très fréquente. C'est par exemple le cas lorsqu'un navigateur web reçoit des pages web, tandis qu'un logiciel de courrier électronique reçoit un email. Dans cette situation, on aurait deux ordinateurs ouvrant des connexions TCP vers cet ordinateur. Il faut alors s'assurer que chaque connexion adresse ces informations au bon programme. Cela est réalisé grâce à la notion de port. Un port peut être vu comme un connecteur auquel les connexions TCP viennent s'accrocher. Lorsqu'une connexion TCP est établie entre deux ordinateurs, elle est établie entre deux ports de ces ordinateurs. Lorsqu'un programme s'attend à recevoir des informations via une connexion TCP, il n'a plus qu'à déclarer sur quel port il s'attend à recevoir ces informations. Le protocole offre 65 535 ports identifiés par un numéro. Certains sont réservés à des usages dédiés. Par exemple, les courriers électroniques sont reçus sur le port 110 et le web transite via le port 80.
Cette notion de port est complètement étrangère au protocole IP. Elle illustre une nouvelle fois la manière dont le protocole TCP s'appuie sur les possibilités offertes par IP pour présenter une conception bien plus élaborée de la communication entre ordinateurs. Au niveau du protocole IP, la communication est vue comme des transferts non fiables de paquets de petite taille. Au niveau du protocole TCP, la communication est vue comme des flux de données traversant un canal bidirectionnel reliant les ports de deux ordinateurs. Cette opération d'abstraction est au cœur d'Internet. Le protocole IP lui-même est une abstraction construite au-dessus d'autres protocoles de plus bas niveau qui prennent en charge les aspects physiques de la communication, ADSL, Ethernet, Wi-Fi. Au niveau de ces protocoles, il n'est plus question de paquets, mais de signaux électriques ou d'ondes électromagnétiques. Quant aux applications d'Internet que nous avons mentionnées en introduction, elles sont basées sur des protocoles qui construisent des abstractions au-dessus de TCP, le protocole HTTP pour le web, les protocoles SMTP ou POP3 pour l'email. Cette pile de protocoles autour de TCP et IP, ces abstractions successives sont la force d'Internet, les raisons de son succès et de son évolutivité. En s'abstrayant de la réalité matérielle des connexions, celles-ci peuvent être réalisées de manière très diverse. Câbles sous-marins, liaisons satellitaires, lignes téléphoniques, connexions sans fil. En proposant une vision des échanges qui s'abstrait de cette diversité matérielle, Internet a pu, et pourra encore, s'adapter à toutes les évolutions technologiques quant à la manière dont, physiquement, les ordinateurs sont reliés entre eux. Et à l'autre bout de la pile, parce que TCP ne présume en rien des informations qu'il convoie, mais propose simplement un canal de communication bidirectionnel entre deux ordinateurs, Internet est une infrastructure de communication extrêmement généraliste qui a permis aux ingénieurs de laisser libre cours à leur imagination pour concevoir l'email, la téléphonie via Internet, l'échange de fichiers et surtout le web.